curiosité, je pense que ce sont des conseils qu'on va appliquer nous-mêmes au quotidien, en dehors de la politique. Nous avons une question sur l'unité nationale. Même si vous échouez, vous apprenez. Oui, ça c'est vrai. Même si vous échouez, vous apprenez. C'est Mandela qui a dit, moi je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais. Donc on retient une phrase, plan for success, success will follow. Donc nous passons maintenant sur la question de l'unité nationale. Vous avez une phrase que j'aime beaucoup particulièrement. On ne construit rien dans la désunion. Je pense que c'est le sujet de la réconciliation est un sujet qui intéresse particulièrement les Ivoiriens par rapport à notre vécu, notre histoire. Nous avons la question de monsieur Steve Emma Mbaya, commercial. Il aimerait savoir comment faire de la Côte d'Ivoire une véritable nation, excluant les notions de tribalisme, de division politique, et qui se centre sur les enjeux sociaux qui s'engagent dans la construction de l'intérêt commun. Vous ne pouvez pas faire une chose et dire autre chose. Ça, c'est corrosif. Donc, en tout cas, moi, quand j'étais au BNET, j'avais 14 directions. Je crois qu'il y avait un baoulé. Bon, tout le monde peut aller vérifier. Et je peux vous dire, Yamoussoukro n'a pas beaucoup de cadres. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Vous pouvez regarder, quand même, quand on faisait la réorganisation du PDCI pour nommer les hauts conseillers dans le district, on a moins de cadres que tout le reste de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ça, c'est absolument une volonté délibérée de Houphouët-Boigny. Quand il attribuait les bourses, il réunissait les gens de Yamoussoukro, il dit, bon, vous là, une fois que je donne des bourses à tout le monde, s'il en reste, vous en aurez. Mais ça, c'est un modèle de leadership. Je vous assure, Yamoussoukro a moins de cadres que la plupart des villes de Côte d'Ivoire. Et Houphouët-Boigny a été 33 ans président de Côte d'Ivoire. Et ça, moi, je le dis, c'est bien. On doit servir les autres avant de se servir soi-même. Donc, je vais faire une plaisanterie, mais c'est vrai, vous savez, il n'a jamais été élu à Yamoussoukro. Il s'est fait dire à Kouroukou, il n'est pas fou. Quand vous faites ça, ça ne vous rapporte pas beaucoup de voix chez vous. Mais il était élu nationalement, tout d'un coup. Bon, non, le point sérieux que je veux faire derrière ça, c'est que d'abord, il faut des gouvernements plus réduits. La question m'a été posée l'autre jour, et il faut des gouvernements beaucoup plus réduits. Si les États-Unis peuvent être dirigés avec un cabinet d'une dizaine, d'une quinzaine de ministres, c'est possible. Mais après, il faut que ce soit clairement méritocratique. C'est pour ça que j'ai commencé par le BNET. Quand j'étais ministre, mon directeur de cabinet était BT, et c'était vraiment délibéré. Et il faut que dans vos décisions, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'être juste. C'est la même chose que je voulais dire, et j'ai oublié, quand vous m'avez parlé de pourquoi je veux être président, une des choses que je déteste dans ma vie, c'est l'injustice. Je déteste l'injustice. C'est des choses qui me rendent vraiment... qui me met en colère et qui est encore une fois corrosif. L'injustice conduit à la violence, l'injustice conduit à la frustration, l'injustice conduit à toutes sortes de choses négatives. Donc il faut que ce soit méritocratique, mais là où dans nos pays c'est compliqué, c'est que l'équilibre régional est beaucoup plus important que dans les pays développés. Parce que les identités sont encore très fortes, hétérogènes, donc il faut tempérer ça avec une certaine dose d'équilibre régional. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de voir souvent des remaniements quand vous pouvez appeler mon père qui était ministre de l'Information et la liste changeait toutes les 2 minutes. Parce qu'il regardait. Bon, il y avait les compétences, il y avait ça, mais après, il appliquait une couche qui était vraiment de s'assurer que cet équilibre régional est vraiment respecté et avec sa connaissance du terrain, que le système va fonctionner. Donc c'est ça, je crois que les gens, ils regardent, ils vont regarder les décisions, ils vont regarder les nominations, et il faut vraiment que l'équipe qui dirige la Côte d'Ivoire reflète la composition de la population ivoirienne et la diversité de la population ivoirienne de façon crédible. Donc ça, c'est une manière... Et puis après, les gens regardent décision par décision. Est-ce qu'on regarde le mérite? Est-ce qu'on regarde l'intégrité des gens? Est-ce qu'on regarde un certain nombre de choses? Tout ça, c'est pas les discours. Parce que
Ce qui est facile, c'est de créer des hautes autorités de ceci, les autres autorités de cela. Ce que les gens regardent, c'est ce que vous faites vraiment. Et je crois que les Ivoiriens, je regrette, hein, quand je vois, il y a beaucoup de cynisme qui s'est développé. Je ne peux pas leur en vouloir, parce que je vois qu'à force d'entendre une chose, dite et puis de voir que ce qui se fait est complètement différent. On dit qu'on veut une démocratie apaisée, on fait de la RLE, on doit préparer l'élection des Brèves et on ne donne pas un sou aux partis politiques de janvier jusqu'au... On est le combien là 25 novembre. Quand je parle de comportements qui ne sont pas alignés avec les discours, ça c'est un exemple. Or les gens ils regardent ce que vous faites, pas ce que vous dites. Donc il faut que ceux qui dirigent le pays soient crédibles et que leurs actions soient alignées avec leurs discours. Et je crois qu'on va y arriver. De toute façon, déjà avec la jeunesse. Sur la solidarité et le social. Pardon, je suis désolé, je réfléchis. Je vous arrête, mais je peux raconter parce que on m'a envoyé chez comment il s'appelle, Lassana Conté, pour essayer de le convaincre de laisser construire la ligne de chemin de fer qui allait amener les minerais de fer de Sipilou jusqu'au port de San Pedro. Et vraiment, c'était une expérience douloureuse pour moi parce qu'il a dit, pas à son âme, mais il a dit, je ne veux pas faire ce projet. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et il a dit, parce que ça va profiter à la Côte d'Ivoire. Vous êtes suffisamment riche comme ça. Et j'ai dit, oui, mais c'est vrai, monsieur le président, mais ça va profiter encore plus à la Guinée. Et je vous assure, finalement, il ne l'a pas fait pour cette raison. Et il y a toujours le vrai là-bas, plutôt qu'un chemin de fer. Et donc, cet esprit-là, c'est un esprit qu'en Afrique, on doit vraiment éliminer. Je suis content d'être par terre tant que mon camarade est par terre aussi. Vous êtes par terre tous les deux. C'est bête. C'est vraiment moi, je préfère qu'on ait chacun une chaise et qu'on soit pas assis dans la poussière. Donc, c'est ce raisonnement-là aussi. Donc, je suis désolé, mais ça m'est revenu en parlant. Ce genre d'expérience, c'est pas la seule expérience que j'ai eue comme ça. Où vraiment, je vois par rapport à l'Europe. Des Européens, ils peuvent se haïr et se détester autant qu'on veut. Ils sont toujours capables de s'unir pour atteindre un objectif commun. Et il y a une manière saine de compétir et une manière malsaine de compétir. Et je dis toujours, c'est comme à l'école. Si quelqu'un est meilleur que vous, disons en maths, vous regardez, mais tu vraiment chaque fois, on tape le pion. Bon, moi, en tout cas, je vais essayer de le comprendre, de voir comment il travaille. Je vais essayer de poser des petites questions, copier un peu, m'inspirer de ce qu'il fait, et puis pour essayer de le dépasser. Ça, c'est la bonne et saine compétition. La mauvaise compétition, c'est je veux l'anéantir. Mais, même si vous l'anéantissez, vous restez aussi nul en maths. Exactement. Vous anéantir, quelqu'un qui est meilleur en maths que vous. Ça ne va jamais vous rendre vous meilleur en maths. Alors, ce qui doit vous intéresser, vous, dans la vie, c'est de vous améliorer, vous. Moi, on me rapportait des gens, je crois, ils sont allés à l'ouest, excusez-moi l'occasion, mais ils sont allés voir des gens là-bas. Mais tiens, ils sont allés voir des gens, il faut l'anéantir. Il faut l'anéantir, il faut faire que les Ivoiriens ne l'aiment plus, il faut faire qu'ils soient plus populaires. Je dis, mais même si vous accomplissez votre objectif, qu'est-ce que ça va faire pour vous? Vous, ils ne vous aiment pas. Même s'ils ne m'aiment plus, ça ne va pas faire qu'ils vont vous aimer, vous. L'amour, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut bien rigoler de temps en temps. Mais en tout cas, anéantir autrui, ça, c'est pas une bonne manière de se comporter dans la vie. Il faut essayer de devenir meilleur et de dépasser autrui, pas de l'anéantir. Merci, Monsieur le Président. On nous présente des chiffres sur la croissance qui font rêver, mais la réalité est tout autre. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a une mauvaise répartition des richesses. Notre pays semble riche, mais la population ivoirienne n'en bénéficie pas véritablement. Nous avons une question de M. Fréjus Zamblé, étudiant, qui aimerait savoir quelles solutions seront mises en place pour que les retombées de la croissance profitent réellement aux populations ivoiriennes, notamment les plus démunies. Ok. Combien de questions il nous reste? Ok. Non, mais c'est pour voir avec la salle. Je crois que les gens commencent à être un peu fatigués. Il fait chaud. Non, on aime vous entendre parler. Non.
Vous ne savez pas, vous allez épouser votre propre malheur. Moi, je suis infatigable. Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous écouter. On continue alors, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc, il disait, la question c'était... Les retombées de la richesse. Oui, pourquoi la richesse n'est pas... Ouf, il y a plein de raisons à ça, mais... Bon. Quelle solution? C'est la question. Bon, déjà, il faut vouloir. Il faut vouloir que la richesse soit bien répartie. Donc, en tant que leader, est-ce que votre but, c'est de maximiser la richesse de votre groupe tribal ou ethnique, ou est-ce que votre but, c'est de maximiser la richesse de la nation? Donc déjà, ça commence là. Ça commence là. Il faut vouloir que les choses soient réparties. Il faut accorder de l'attention aux petits. Je l'ai dit, mais je suis fier de la tradition du PDCIR. Le PDCIR, c'est un parti qui a été fondé pour les petits. Même si Houphouët-Boigny était riche à l'époque, il a mené un combat pour le petit planteur africain, pour qu'il puisse avoir un revenu décent. Et donc cette origine-là, c'est important. Il faut vraiment accorder de l'attention aux petits. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. C'est un sujet que j'essaie d'éviter en général, parce que si j'en parle, je ne serai jamais élu. Donc, j'évite, c'est la corruption. Mais disons, simplement sur ce point-là, il faut faire que les ressources du pays soient bien utilisées. Voilà. Je regardais des chiffres absolument incroyables sur des projets qui font 4 fois, 5 fois le temps, des projets qui doivent durer 24 mois, qui durent 66 mois, des projets qui doivent coûter 20 milliards, qui coûtent 100 milliards. Bon, ce genre de choses, c'est pas possible. Pas possible. Il faut bien utiliser les ressources qu'on a, même si on n'a pas beaucoup. Il faut bien utiliser les ressources qu'on a. Et puis après, il faut la transparence. Ok? Là, le budget est en train de passer à l'Assemblée. On a plusieurs députés dans la salle ici. On a trouvé de l'or, du pétrole et du gaz. Il y avait le Extractive Industries Transparency Initiative, EITI. Moi, j'ai été impliqué là-dedans. Il y a des standards internationaux de disclosure, de transparence sur les revenus du pétrole de l'État, etc. Mais il faut qu'on les respecte. Il faut que la nation sache quelle richesse est extraite de notre sous-sol et où elle va. Que les députés, tout ça, puissent exercer un contrôle sur ça et rendre compte à la nation. Il y a des choses simples. Le président Chirac avait donné L'analogie peut s'appliquer aussi à l'échelle des pays. Donc la question vient de Jean-Stéphane Dessy, étudiant. Alors, quelle est votre analyse de l'environnement politique ivoirien, notamment les relations de notre pays avec ses voisins de la région de l'Afrique de l'Ouest? Comment pourriez-vous améliorer ces relations? Non, je ne comprends pas vraiment presque même la question, parce que le président Houphouët-Boigny ne pensait jamais à la Côte d'Ivoire. Il pensait toujours au minimum à la sous-région, sinon à l'Afrique. Et je crois que, vu notre situation dans le monde, c'est la bonne manière de penser les problèmes. Quand on a 750 km de frontière avec le Libéria, on prenait le Libéria là-bas, mais ce sont les mêmes populations qu'il y a de chaque côté de la frontière. Ils parlent la même langue. Vous allez vers la Guinée, là-bas c'est la même chose, au Mali, là-bas c'est la même chose, au Burkina c'est la même chose, là-bas c'est la même chose, sans oui, il y a plein de gens qui sont... William, je ne le regarde pas, mais il y a plein de gens qui sont ghanéens là-bas. Ils s'appellent William. Bon, Johnson. Donc, on a cette disposition-là partout, dans notre pays. Côte d'Ivoire, c'est un bout de Libéria, plus un bout de Guinée, plus un bout du Mali, plus un bout de Burkina, plus un bout de Ghana. C'est ça la Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont baoulés dans notre traite de Ghanéens parfois, mais ça fait plus longtemps. Donc, tout le monde est venu de quelque part. Et ce sont les mêmes populations qui sont de l'autre côté. Donc, vraiment, essayer de nous opposer, ça n'a aucun sens. Hein, c'est le président Houphouët-Boigny qui a dit qu'il ne faut pas aspirer à être une oasis dans un désert, parce qu'en général, c'est le désert qui gagne, et c'est vrai. Donc, il faut voir le paradoxe. On est là, souvent on demande aux pays occidentaux de nous aider. On veut bien aller à la COP29, demander des milliards de dollars, etc. Mais nous, quand on a des plus pauvres que nous à notre porte, on ne veut pas les aider.
Non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On se réjouit de ceux qui sont pauvres. On dit donc à rester chez eux là-bas. On ne va pas les voir chez nous, parce que nous, on a réussi. Mais ça, c'est vraiment réfléchir à court terme. Réfléchir à court terme. Moi, je dis, c'est comme si vous êtes dans une salle de classe et puis il y a 2 ou 3 qui ont la variole. Toi, tu n'as pas encore attrapé la variole, tu es là, tu es content, tu n'es pas vacciné. Dans le même espace géographique, c'est pour ça que j'utilise l'analogie de la salle de classe. Dès qu'il y a une maladie, on a vu Ebola, on a vu tout ça, on partage le même espace géographique. Donc, on ne doit penser notre développement que dans le cadre régional. Il faut trouver des stratégies gagnantes-gagnantes. Il faut que j'aille parler au président du Burkina pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Vous savez qu'à l'époque du président, on fait beaucoup de déficits, tout ça qu'on avait, c'était tout l'argent qu'il donnait au pays d'à côté. Mais il ne pouvait pas dire. Il ne pouvait pas dire. Il payait les cotisations du Conseil de l'Entente de tout le monde, il payait les trucs d'Air Afrique, il payait les cotisations de la BAD, vous ne pouvez pas imaginer l'argent qu'il a mis dans s'assurer que les autres pays fonctionnent. Mais ça, c'est la bonne manière de diriger la Côte d'Ivoire. Il fait ça pour le bien de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent attaquer son pays. Essayer de partager la prospérité. Donc vraiment, la vision, c'est celle-là. Il ne faut pas se réjouir du malheur d'autrui. Il ne faut pas se réjouir du malheur d'autrui, parce que demain, c'est toi-même qui vas tomber dans le même trou. Si la Guinée, le Mali, le Burkina ne marchent pas, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais marcher. La prochaine question traite du sujet de l'éducation nationale. Monsieur le Président, vous faites partie de cette génération privilégiée ayant bénéficié d'un système éducatif de qualité. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que le système éducatif est très mal en point. Nous avons Monsieur Bokame Asamoah, archiviste, qui aimerait savoir comment Monsieur le Président Tidiane Thiam compte redresser le système éducatif dans sa globalité. C'est un sujet... Bon, je vais essayer de faire une réponse plus courte, mais c'est le sujet le plus important de tous. Parce que c'est impossible de bâtir une nation prospère ou qui réussit sans un système éducatif performant. C'est tout simplement impossible. C'est vraiment la base de tout. Je dis souvent même que beaucoup de problèmes de santé ne sont que des problèmes d'éducation déguisés. Les mamans qui savent pas que leur bébé qui a la diarrhée, même ou une déshydratation, qu'il faut donc lui donner beaucoup à boire, c'est pas un problème de santé publique, c'est un problème d'éducation. Il y a plein d'exemples comme ça, de choses qui se ramènent à des problèmes d'éducation et de formation et d'explication. Donc l'éducation, absolument, est au cœur de... Regardez les pays qui ont réussi. Regardez tous. Moi, quand je suis allé en Chine en 84, je suis revenu, j'ai dit, ce pays là va exploser. Parce que on est allé à Tsinghua University, le département, j'y allais en tant qu'une délégation de Polytechnique, au département de français de Tsinghua, mais quand j'ai vu comment ces gens-là parlaient le français, qui n'étaient jamais allés en France, ils n'avaient jamais même quitté la Chine. Et donc je voyais les difficultés parfois que nous, Ivoiriens, à l'ancienne colonie française, on avait à maîtriser le français, les gars parlaient mieux le français que nous. Vous voyez, après ça, on faisait tout leur département, le niveau, la chose que le communisme a accompli, c'est ça que les gens oublient dans l'éducation de la Chine, c'est 100% d'éducation de la population. Et ça, par rapport à la Chine médiévale, c'était absolument révolutionnaire. Après ça, le reste a suivi. Donc, éduquer la population, c'est absolument indispensable, c'est incontournable. Un élément clé là-dedans, ce sont les enseignants. Moi, je m'intéresse beaucoup à la recherche sur l'éducation. Le facteur clé, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est vrai, de réussite des étudiants, c'est les enseignants. Les enseignants. Les États-Unis ont un problème de performance scolaire dans le monde, et ça, parce que leurs enseignants sont très mal payés. Très mal payés, et donc, du coup, sont de mauvaise qualité. Et donc, du coup, eux, ils sont obligés d'importer des cerveaux. Parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment de qualité. Ce qui les rend d'ailleurs vulnérables à la Chine, à l'Inde, etc. Mais donc, vraiment, j'ai reçu les enseignants, là, avant de partir d'Abidjan la semaine dernière, peut-être mercredi ou jeudi, et vraiment, je leur ai dit, vous étiez les enfants chéris. Il faut éloigner, vous serez mes enfants chéris. Et ça, je l'afficherai, je dirai à tout le monde, si vous voulez savoir l'avenir d'un pays, regardez comment ils traitent leurs enfants. Vous voulez savoir l'avenir d'un pays, regardez comment ils traitent leurs enfants. Ça vous dira. D'ailleurs, en France, il y a une dévalorisation complète de la profession d'enseignant.
Hein, c'est pas un secret. Aujourd'hui, vous voyez les résultats de la France chutent dans les classements de visa chaque année. Ça, c'est pas des opinions, c'est des faits. Donc, il faut mettre l'éducation au cœur de tout, il faut mettre les ressources. Moi, j'ai suffisamment de contacts dans la communauté internationale, etc. Je peux vous dire, pour un gouvernement qui est décidé, ça je le dis vraiment avec complète confiance, à investir dans la santé et l'éducation de façon crédible, les fonds sont disponibles internationalement. Oui, ça c'est vrai. Les fonds sont disponibles. C'est l'une des c'est la confiance. La confiance dans le fait que les projets vont être effectivement réalisés et que l'argent ne va pas être détourné vers d'autres usages. Mais si vous êtes sérieux, c'est comme ça que le Rwanda n'a aucun problème de financement, ces gens ont confiance dans le management du président Kagame. L'argent va là où il a confiance. Ça, c'est une règle universelle. Donc souvent, quand les gens vous disent on n'arrive pas à trouver des ressources, souvent, ce qu'ils devraient dire, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux. My heart beats every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Oh, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift